18h. Merci de nous rejoindre sur A24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Génocide à Gaza, plusieurs Palestiniens tombent en martyrs dans de nouveaux massacres ce samedi. C'est une barbarie sans précédent à laquelle s'adonne l'occupant sioniste depuis le 7 octobre. Plus de 10 000 cas de handicap ont été enregistrés depuis le début du génocide, la moitié des enfants. Jour de vote en Mauritanie, environ 1,94 million d'électeurs doivent choisir parmi les 7 candidats en lice pour la présidentielle. Et nous irons en France à moins de 24 heures d'une élection législative préoccupante alors que le spectre du RN plane sur l'Hexagone. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, on entame cette édition avec un point de la situation à Gaza où les bombardements de l'occupant sioniste persistent. Au moins 40 Palestiniens ont été tués et 224 autres ont été blessés au cours des dernières 24 heures. De nouveaux massacres qui alourdissent une fois de plus le bilan des victimes qui passe aujourd'hui à 37 834 martyrs et 86 858 blessés, dont une majorité de femmes et d'enfants. Le camp de réfugiés d'Al-Marazi a une fois de plus été pris pour cible ce samedi, une attaque qui a fait plusieurs victimes ainsi que d'importants dégâts. La nuit dernière, une maison voisine du centre médical a été bombardée, causant de sérieux dégâts à ce centre. La pharmacie, le service d'ophtalmologie et les urgences ont été complètement détruits. Il ne reste plus rien que des débris. C'est le seul centre qui sert les résidents du camp d'El Marazi le soir, parce qu'il n'y a pas de centre médical dans ce camp. Nous étions à la maison lorsque nous avons reçu un appel téléphonique nous ordonnant d'évacuer la maison dans les 5 minutes, sans perdre aucune minute et sans aucun avertissement préalable. J'ai essayé de rester au téléphone le plus longtemps possible pour pouvoir faire partir tout le monde. Nous avions 40 personnes déplacées de Rafah. Tous les membres de ma famille sont ici. Dans ce génocide, aucun Palestinien n'est épargné. Des centaines de personnes handicapées sont tombées en martyrs. Des milliers d'autres, elles, ont été blessées, et pas que, puisque 10 000 Palestiniens ont désormais un handicap, souffrent d'un handicap causé par l'agression sioniste, des traumatismes psychologiques à tout jamais pour les civils palestiniens qui ont perdu l'usage d'un pied ou d'une main. Amel Meziane Zitouni. 10 000 cas de handicap dans la bande de Gaza, dont la moitié sont des enfants. Ces personnes handicapées sont exposées comme les autres Palestiniens aux crimes de l'occupation. Mais l'impact est doublement dur pour eux. La grave pénurie de sources d'eau, de nourriture, d'énergie, de médicaments, de soins médicaux et de réadaptation. Les difficultés de déplacement, des centres d'hébergement inadéquats à leurs besoins, ce qui les expose à des risques chroniques, maladies, traumatismes psychologiques difficiles, voire décès. Le secteur de réadaptation des personnes handicapées du réseau d'ONG palestinien a indiqué dans un communiqué publié aujourd'hui que les femmes handicapées sont confrontées à un double défi pendant la guerre, notamment avec le manque de fournitures médicales pour elles, en plus du manque flagrant de conditions d'inclusion, de surpeuplement important à l'intérieur des abris et du manque d'intimité, ce qui les rend vulnérables aux violations et à la violence et aggrave leur état psychologique.
Une augmentation significative du nombre d'invalidités causées par le génocide en cours, à une époque où l'occupation sioniste empêche l'entrée des aides et des fournitures médicales et les empêche de se rendre à l'étranger pour se faire soigner. Compte tenu de destruction des infrastructures de santé et de la destruction de la plupart des hôpitaux et des centres de réadaptation, ce qui mettrait leur vie en danger. Le secteur de réadaptation pour les personnes handicapées a appelé à l'importance de fournir une protection urgente aux personnes handicapées. Il a également condamné les crimes commis par l'occupant contre les civils dans tous les territoires palestiniens occupés, en particulier les massacres et le génocide intentionnel qu'elle commet contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Il a également appelé à accélérer la satisfaction des besoins spéciaux des personnes handicapées et à soutenir les institutions qui travaillent dans le domaine de la réadaptation des personnes handicapées. Et toujours dans le dossier palestinien, l'Espagne demande officiellement à se joindre au procès de l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste devant la Cour internationale de justice. Le but de cette action est de contribuer au retour de la paix à Gaza et au Moyen-Orient, de mettre fin à la guerre et de promouvoir la solution à deux États qui est, je cite, la seule garantie de coexistence pacifique et sûre pour les Palestiniens et les Israéliens, explique un communiqué du ministère espagnol des Affaires étrangères. Et enfin, sachez également que les forces d'occupation sionistes ont pris d'assaut différentes villes de Cisjordanie occupées, à l'instar de Naplouse, Tulkarem ou encore El Khalil, ce qui a entraîné des violences envers les Palestiniens de la région et quelques arrestations. Dans l'actualité également, la présidentielle en Iran se décidera le 5 juillet prochain entre les candidats réformateurs Massoud Pezeshkian et l'ultra-conservateur Saïd Jalili, arrivé en tête d'un premier tour où la participation a été la plus faible depuis le début de la République islamique en 1979, quasiment inconnu lorsqu'il est entré dans la course. Le député Massoud Pezeshkian a réalisé la performance d'obtenir 42,5% des suffrages vendredi. Il a devancé Saïd Jalili, ancien négociateur du dossier nucléaire, crédité à 38,6% au premier tour de cette présidentielle organisée après la mort du président Ebrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère en mai dernier. Cette étape a été bien gérée avec l'aide de toutes les personnes impliquées. Nous serons prêts pour la prochaine étape des élections. Nous espérons que les deux candidats à la présidentielle qui se présenteront à nouveau au vote populaire vendredi prochain et leur siège au début de la semaine, comme lors du tour précédent, se conformeront pleinement à toutes les normes légales et aux bonnes mœurs et que nous assisterons à une autre élection digne de la République islamique. Selon la procédure habituelle, les candidats recommenceront à faire campagne demain et ils pourront faire campagne dimanche, lundi, mardi et mercredi. Puis jeudi sera le jour du silence électoral et bien sûr, vendredi sera le jour des élections. Téhéran a par ailleurs averti l'entité sioniste que tous les membres de l'axe de la résistance, qui comprend l'Iran et ses alliés régionaux, pourraient se mobiliser s'ils lançaient une offensive à grande échelle contre le Hezbollah au Liban. La mission iranienne auprès de l'ONU à New York a indiqué dans un message posté sur X que l'Iran considérait comme faisant partie de la guerre psychologique la propagande du régime sioniste concernant son intention d'attaquer le Liban.
Jour de vote pour les Mauritaniens. 7 candidats, dont le chef de l'État sortant Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, sont en lice pour l'élection présidentielle. Environ 1,94 million d'électeurs doivent donc choisir qui parmi eux dirigera le pays durant les 5 prochaines années. Motivés par l'enjeu de ce scrutin, les Mauritaniens ont afflué en masse dès l'ouverture des bureaux de vote pour faire entendre leur voix sur l'avenir politique de leur pays. Mohamed Wali Ben Chaban. À Nouakchott, la capitale, dès les premières heures de la matinée, les Mauritaniens se sont rendus aux urnes pour choisir entre le changement et la continuité, avec une participation qui témoigne de l'engagement citoyen. Incarnant la continuité, le président sortant Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani est candidat à sa réélection à voter à Nouakchott. Le processus électoral s'est déroulé dans le calme et la tranquillité selon ce dernier. Je voudrais également exprimer ma satisfaction quant à la bonne ambiance, la sécurité et la sérénité qui ont suivi le processus électoral, aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national, ainsi qu'à l'étranger, pour notre communauté établie à l'étranger. L'issue de ce scrutin est particulièrement attendue et pourrait marquer un tournant décisif pour le pays. Le peuple a le dernier mot et décidera de qui sera le nouveau président pour un nouveau mandat. Je réitère notre engagement à ce que ces élections soient transparentes et crédibles, ainsi que notre plein engagement envers les résultats finaux. Le dernier mot revient à l'électeur mauritanien qui décidera et élira le nouveau chef de l'État pour diriger le pays durant les 5 prochaines années. Les résultats des élections devraient commencer à tomber dans la soirée. Les annonces officielles sont attendues dans la journée de demain ou au plus tard lundi. Ce délai permettra aux autorités de s'assurer que les dépouillements se font dans la transparence, conformément aux engagements pris pour ces élections. Les observateurs internationaux qui ont fait le déplacement en Mauritanie ont tenu à saluer l'ambiance dans laquelle s'est déroulée cette élection présidentielle. Regardez. Alors, nous pensons que le climat lequel les élections se passe très bien. C'est à féliciter. Parce qu'ici en Afrique, nous cherchons des élections de façon qui se passent dans la paix. On doit économiser le sang, la vie humaine. Les élections à haut risque, toujours à l'embo, ça va bien. Mais je tiens à dire que non, que je félicite vraiment la Mauritanie parce que ça se passe très bien. Chez moi, en Côte d'Ivoire, quand on parle d'une élection, mais à 3 mois d'élection, les gens sortent de la capitale. Vous voyez, il y a toujours des morts. Mais ici, tout se déroule dans la paix. Ça, c'est à féliciter. C'est à féliciter. Nous avons pu constater que tous les agrégats pour une bonne élection sont réunis. Nous avons constaté aussi une population qui vit en harmonie. Et ce matin, après avoir sillonné certains bureaux de vote, le matériel électoral est au complet, l'encre indélébile est tout à fait correcte et nous pensons que les Mauritaniens vont faire une élection qui me ramène à conclure comme Mahatma Gandhi. On reste sur le continent au Maroc. Des milliers de manifestants ont envahi les rues ce vendredi pour exiger l'abandon de la normalisation du Marzen avec l'entité sioniste et en solidarité avec Raza. Les Marocains ont également saisi l'occasion pour dénoncer l'autorisation donnée à un navire de guerre sioniste d'accoster dans le port de Tanger alors que les Palestiniens à Raza font face à un génocide visant leur extermination. En Tunisie, le secrétaire général de l'association méditerranéenne des médias audiovisuels COPEAM, Claudio Capone, a salué l'adhésion de la chaîne internationale algérienne Al 24 News à l'association qui valorise
le travail commun méditerranéen dans le domaine médiatique. Claudio Capone a dans une déclaration à Al24 News en marge des activités de la 24e session du Festival arabe de la radio et de la télévision qui se poursuit donc dans la capitale Tunis, a souligné l'importance de l'adhésion de la chaîne Al24 News à l'Union qui regroupe des institutions publiques dans le domaine audiovisuel de 25 pays sur les rives sud et nord de la Méditerranée. La COPEAM, c'est une association qui rassemble tous les médias publics de la Méditerranée. Tout récemment, AL24 est entré dans notre association dans les vraiment dernières semaines. Et donc, on cherchera à intégrer AL24 dans nos projets européens qui sont surtout des coproductions, qui sont aussi des échanges de best practices et aussi on peut échanger les productions entre les différents acteurs de la Méditerranée. Nous réunions 25 pays du nord et du sud, donc c'est très important d'avoir cette nouvelle chaîne dans nos réseaux qui peut intégrer les productions que nous faisons déjà ensemble. L'Union de radiodiffusion des États arabes, ASBU, avait elle aussi, et cela dès le début du génocide sioniste à Gaza le 7 octobre dernier, condamné fermement l'agression brutale contre le peuple palestinien qui a fait des milliers de martyrs et de blessés, dénonçant également les destructions massives causées par les frappes aériennes ennemies visant des bâtiments et des complexes résidentiels. L'ASBU continue dans sa mission de soutien au peuple palestinien dans le but de faire parvenir au monde entier les cris des Palestiniens opprimés. Premièrement, il faut savoir que l'Union a pris l'initiative depuis le déclenchement de la guerre à Gaza et le début de l'agression israélienne contre notre peuple en Palestine, de recruter des journalistes sur terrain à l'intérieur de Gaza, Ramallah et Al-Quds pour couvrir la guerre et de ne pas se contenter uniquement de l'aspect de destruction à Gaza. Nous recevons quotidiennement des correspondances de journalistes sur terrain narrant la réalité quotidienne palestinienne des enfants, femmes et personnes âgées. La matière que nous avons reçue lors de ces 5 derniers mois en provenance de Gaza dépasse 1300 sujets. Des sujets qui ont été tous proposés sur les unions professionnelles internationales, notamment l'Eurovision et l'Asiavision, dont une grande partie a été diffusée par les télévisions mondiales en Europe et en Asie. Je vous le disais en titre, alors que les Français se préparent à se rendre aux urnes demain, à l'occasion du premier tour des élections législatives anticipées, plusieurs commentateurs affirment que le climat politique français est en train de changer, avec notamment un Rassemblement national qui gagne du terrain. Le parti d'extrême droite française a bénéficié d'une forte hausse des voix lors des précédentes élections européennes. Et l'urgence est de trouver une solution pour bloquer l'avancée de cette extrême droite. Commentaire Hamid Mechri, récit Sofiane Baroudi. À moins de 24 heures du début des élections législatives anticipées, convoquées par le président français Emmanuel Macron, la victoire de l'extrême droite semble de plus en plus probable, et ce, dès le premier tour de cette échéance. Le Rassemblement national de Marine Le Pen et ses alliés sont donnés à 36% des voix, signe d'un soutien croissant au programme eurosceptique et xénophobe du parti, selon le dernier sondage d'opinion d'ELAP, publié par des médias français. Le nouveau Front populaire, coalition de gauche, arrive quant à lui en seconde position avec 27% des voix, tandis que le parti Renaissance du président français Emmanuel Macron devrait pour sa part obtenir aux alentours de 20% des voix. À seulement 28 ans, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a mené l'extrême droite française vers une victoire écrasante lors des élections européennes tenues le mois dernier. Profitant de sa popularité sur les réseaux sociaux, Bardella a réussi à améliorer la réputation et le processus de dédiabolisation de l'extrême droite auprès des jeunes électeurs français avec un net soutien médiatique. Bardella a promis aux électeurs qu'il allait limiter les flux migratoires, lutter contre la délinquance, sortir la France de l'OTAN ou encore prôner un rapprochement en direction de la Russie. Ses propos sur la suppression du droit du sol et le rétablissement du délit de séjour irrégulier alimentent les critiques des ONG et des associations professionnelles. La campagne du Rassemblement national conduit par Bardella a été renforcée après qu'Éric Ciotti, président du Parti conservateur Les Républicains, ait déclaré qu'il formerait une coalition électorale avec le RN.
La perspective d'une victoire de l'extrême droite en France effraie la grande partie de la société française, en commençant par les électeurs binationaux jusqu'aux analystes politiques qui mettent en garde contre des implications allant de la paralysie politique à la crise institutionnelle, en passant par la crise financière immédiate. Cependant, prédire le résultat du vote final en France le 7 juillet prochain est moins évident. Tous les candidats aux élections législatives qui recueillent au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits localement accèdent au second tour. Un exploit que le Rassemblement national est susceptible de réaliser dans un grand nombre de circonscriptions électorales. Emmanuel Macron a parié sur ce vote surprise après le score record de 31,3% du Rassemblement national aux dernières élections européennes. Le président français avait alors averti contre le spectre d'une guerre civile. Le taux de participation à cette échéance est aussi un élément crucial et devrait être beaucoup plus important que celui des Européennes. Les analystes estiment qu'il y a 30 à 40% de chances que le Rassemblement national remporte les 289 sièges nécessaires pour obtenir la majorité absolue sur les 577 sièges que compte l'Assemblée nationale française. Une issue plus probable serait cependant une victoire majeure de l'extrême droite, le Rassemblement national devenant potentiellement le plus grand parti de France, mais n'obtenant finalement pas la majorité absolue et conduisant à un Parlement très divisé et à un État ingouvernable. Direction Paris, justement, où se trouve notre envoyé spécial Karim Bouaziz. Bonsoir Karim. Bonsoir. Alors je le disais Karim tout à l'heure, nous sommes à moins de 24 heures de ces élections législatives. Quel climat règne-t-il dans l'Hexagone ? Eh bien, ici, l'ambiance, pour rien vous cacher, est un petit peu morose. Les gens s'inquiètent. Ce matin, par exemple, un journal à grand tirage avait titré « Voici le choc qui vient », en faisant allusion de cette percée du Rassemblement national au sein du Parlement. Donc, il conforterait les résultats déjà obtenus lors des élections européennes. Et finalement, ça inquiète tout le monde et on essaye de trouver un responsable. Il y a bien entendu plusieurs analyses. On parle de l'immigration, on parle aussi de la guerre en Russie, mais tous les regards se tournent vers Emmanuel Macron et cette mesure de dissolution qui a été mal comprise, mal perçue au sein même déjà de son parti, de son cercle. C'est une dissolution des gouvernements qui avait eu lieu le 9 juin dernier, sans en parler déjà à son Premier ministre, sans en faire part également à ses plus proches conseillers. Et cette dissolution, on va en connaître peut-être la portée demain avec les résultats qui tomberont. Et forcément, ça sera déjà une pluie de critiques déjà pour Macron. Lui qui avait dit à son ami patron, lui avait dit « J'ai découpillé une grenade et je l'ai balancée sur tout le monde ». Eh bien, demain, on va connaître la portée de cette grenade avec les résultats qui devraient tomber en fin de journée. Très bien, merci Karim Bouaziz. On reviendra vers vous donc un peu plus tard dans la soirée et demain également donc pour cette journée électorale. Et puis à Marseille où se trouve notre autre envoyé spécial Khadija Khaddaoui, les Marseillais comptent barrer la route au Front National. Elle a recueilli ces quelques témoignages. Regardez. Moi, je vais voter à gauche, d'abord parce que j'ai toujours voté à gauche. Ensuite, alors au-delà du fait que je suis moi-même algérienne et que je pense que c'est des partis qui fonctionnent sur des idéologies racistes et qui, par exemple, considèrent que si on a des origines algériennes mais qu'on vit en France, on n'est pas tout à fait français. Je pense que c'est des partis qui sont dangereux d'un point de vue économique, d'un point de vue des libertés publiques. Ils veulent, par exemple, privatiser l'audiovisuel public. Donc oui, en fait, je vais voter parce que je pense que c'est important de maintenir notre pays dans l'état dans lequel il est et que là, il y a des partis qui sont dangereux pour notre pays. Et ça me stresse, moi. Je sais pas trop s'il va gagner parce que pour l'instant, les sondages, c'est vraiment juste entre le Front populaire et le Rassemblement national, donc je sais pas. Ce qui m'attire dans ce programme, c'est que c'est la seule alternative possible j'ai l'impression que c'est la seule alternative possible qui soit décente, avec des vraies convictions, des vraies valeurs, donc aider les plus pauvres, enfin voilà, ça me paraît complètement logique. Du coup, voter avec le Rassemblement populaire contre le RN, c'est pour nos libertés et pour qu'on soit bien, que ce soit à Marseille ou dans n'importe quelle ville de France, en profiter un maximum. Voilà, c'était donc des propos recueillis par notre envoyé spécial à Marseille, Khadija Khaddaoui. On rappelle que ces législatives françaises sont les plus scrutées de l'histoire récente et les électeurs de certains territoires outre-mer ou encore du Canada ont commencé à voter dès aujourd'hui.
Toujours en France, s'est tenue aujourd'hui à Paris la réunion des consuls généraux algériens de France. Au menu, la mise en place des conditions optimales pour la tenue du scrutin présidentiel prévu le 7 septembre prochain. On le rappelle, plusieurs millions d'Algériens résident dans l'Hexagone et sont donc concernés par ce rendez-vous électoral. Et voilà, c'est avec cette information qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.